Bonjour, je suis Philippe Kourilski, professeur d'immunologie honoraire au Collège de France et très préoccupé d'un sujet qui paraît lointain de l'immunologie, qui est la démocratie. Nous avons été très nombreux au Collège de France à nous préoccuper de l'après-Covid, avec l'espoir que la dimension très pluridisciplinaire de notre institution pourrait fournir des éclairages utiles. C'est qu'effectivement, l'épidémie a engendré une crise sanitaire, une crise sociale, mais possiblement une crise démocratique, et c'est celle-là qui m'intéresse ici. La crise sanitaire, on le sait bien, elle est loin d'être terminée. Elle ne le sera pas sans vaccin, et même lorsqu'il y aura des vaccins, il faudra vivre avec le virus, et puis il faudra vivre avec les suivants. Il en arrivera d'autres. La crise sociale ne fait que commencer. Malheureusement, on s'attend à des faillites, des avalanches probablement de faillites, du chômage, beaucoup de chômage, l'augmentation des inégalités existantes, la naissance de nouvelles inégalités au niveau national et au niveau international. Également, il ne faut pas l'oublier, le contexte international ne peut que se durcir. Une crise démocratique, pourquoi diable une crise démocratique? Eh bien, il y a, on l'a vu pendant l'état d'urgence, il y a eu beaucoup de discussions sur le risque de perte de liberté. Mais ce n'est pas du tout sous cet angle du droit que je veux aborder la question. Je veux l'aborder à partir d'un constat qui est brutal. La démocratie régresse dans le monde. Regardez une carte. Regardez là sous tous les angles, population, etc., et vous verrez que la démocratie régresse dans le monde. La démocratie a déjà perdu 3 gros morceaux, si j'ose dire, et je noircis un peu le trait. L'Inde a viré dans un régime qui est plutôt moins, disons, populiste et autoritaire. Le Brésil, chacun le sait. Et il y a un autre sujet qui me préoccupe énormément, ce sont les États-Unis. Et avec toute l'affection et l'estime que j'ai pour nos amis américains, j'estime qu'aujourd'hui, la démocratie américaine est en difficulté et qu'en fait, je vais au-delà, les États-Unis nous montrent exactement la voie à ne pas suivre. Sauf peut-être dans un domaine qui est celui de l'innovation. Et encore, je n'en suis pas si certain. Ce que l'on constate aux États-Unis, et c'est évidemment lié à la personnalité de l'actuel président, c'est qu'il a transgressé beaucoup de règles. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces règles sont informelles. Tout n'est pas gravé dans le marbre dans la démocratie. Il y a des règles de politesse, il y a des règles de bonne conduite qui sont informelles. Et cela nous montre une chose qui est pour moi tout à fait essentielle, c'est que la démocratie n'est pas uniquement une affaire de règles juridiques et constitutionnelles qui encadrent l'exercice du pouvoir et les processus électoraux. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui manque alors ? Eh bien, il manque des finalités et il manque des valeurs. Dans les finalités, il y en a une qui est évidente, qui figure dans toutes les constitutions, dans tous les préambules constitutionnels, c'est le bien-être du peuple. Bon. Et le bien-être du peuple, si c'est le bien-être de tout le peuple, ça veut dire de la justice sociale. Pour assurer la justice sociale, il faut bien entendu avoir des mécaniques, et ce que j'ai dit des règles ne veut pas dire qu'elles ne sont pas indispensables. Elles sont absolument indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes. En plus des règles, il faut des valeurs et des finalités, donc les valeurs qui permettent de remplir cette finalité de bien-être et de justice sociale. Ce qui veut dire, en termes clairs, qu'à mes yeux, et on n'est pas forcé d'être d'accord avec ça, mais à mes yeux, il n'y a de démocratie que sociale. Une démocratie qui n'est pas sociale n'est pas une véritable démocratie. Et les États-Unis sont envahis par une vague d'ultralibéralisme que je n'ai pas le temps de discuter, mais qui est en fait hostile au processus démocratique entendu sous l'angle social. Alors bien entendu, quand on dit ça, on se dit il faut des indicateurs pour juger qu'une démocratie est sociale ou qu'elle ne l'est pas. Ces indicateurs, il y a eu beaucoup de travail là-dessus, des prix Nobel s'y sont attaqués, et moi j'en retiens 5 qui sont basiques.
Le premier, c'est le produit intérieur brut. Le second, c'est les inégalités de patrimoine. Le troisième, les inégalités de revenus. Le quatrième, c'est l'éducation. Le cinquième, c'est la santé. Bon, il y en a plus, bien sûr, mais ceux-là sont incontestables. Et bien dans tous les secteurs, en gros, les États-Unis sont dans le rouge vif. Le PIB, ça va à peu près, et encore, on ne sait plus trop où il est avec la crise. La croissance des inégalités de patrimoine ou de revenus est pire que partout dans le monde, ou presque. Le système d'éducation est ahurissant, et le système de santé, alors là, il a été révélé par le Covid. Les États-Unis aujourd'hui ont le système de santé le plus archaïque de tous les pays développés du monde. Et probablement même, d'après ce que je crois savoir de la Chine, ce système de santé est moins social aujourd'hui qu'il n'est en Chine. Alors, les États-Unis, donc, sont en difficulté démocratique, et dans l'affaire des valeurs, il y a une valeur qui est perdue aux États-Unis par l'équipe au pouvoir, en tout cas, et par le président, c'est la valeur de vérité, tout simplement. Vous savez sans doute qu'il existe un compteur des mensonges de Donald Trump. Il tourne. Bon. Je suis heureux de vous annoncer que le 15 août environ, il a dépassé les 20 000 mensonges. Et ça continue et ça s'accélère avec la campagne électorale. Et un dernier point, c'est qu'il y a également une affaire de science. La science est importante pour la démocratie. Évidemment, nous, scientifiques, ça nous touche au premier chef. Mais on a bien vu les affaires de chloroquine, etc. aux États-Unis, le président racontant des bêtises devant un conseiller qui est un collègue éminent, Tony Fauci, qui essayait de corriger les bêtises du président. Et donc la science est importante dans l'affaire de démocratie, dans les affaires démocratiques. Elle l'est dans l'affaire du Covid, bien entendu, et elle l'est également, nous le savons tous, dans l'affaire du climat et de la transition écologique. Alors tout ça pour vous dire qu'après tout, en France, ça ne va pas si mal que ça. Et que nous avons la détestable habitude de nous fustiger sans arrêt, de fustiger nos dirigeants, etc. Mais gardons quand même un petit peu de bon sens. Les règles, si je reprends mes différents points, les règles informelles sont quand même à peu près suivies, même si des règles de bonne conduite se perdent peut-être un peu dans les attaques faites contre le président de la République ou d'autres hommes politiques, etc. Nos règles démocratiques sont meilleures que celles des États-Unis. Par exemple, le financement des partis politiques est beaucoup mieux régulé en France qu'il l'est aux États-Unis, où c'est une véritable catastrophe. Côté des finalités, la France, par sa Constitution, est une république sociale, et tant mieux. Et donc nous sommes bien dans le domaine de la démocratie sociale. Si on prend ces 5 indicateurs que j'ai évoqués plus haut, on peut mieux faire, c'est clair, mais le PIB n'est pas si mauvais que ça. Alors évidemment, il a chuté avec la crise du Covid et la crise économique qui s'en est suivie. Mais enfin, c'est pas si mal que ça. Côté des inégalités, elles ont un peu cru, mais moins qu'ailleurs. Et en valeur absolue, c'est bien moindre qu'aux États-Unis. Mais il est clair qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là et que la réduction des inégalités devrait être une boussole absolument permanente de tout gouvernement. Côté éducation, bon, le système est en train d'être amélioré. Côté santé, on a quand même un système de santé qui est de très 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 bonne qualité. Et j'en profite pour dire que, hormis l'affaire des masques, j'estime personnellement que la crise sanitaire en France a été essentiellement très bien gérée. Voilà. Comme scientifique et comme citoyen, je me suis toujours senti tout à fait à l'aise avec toutes les décisions qui ont été prises, sauf encore une fois cet épisode des masques. Voilà. Côté valeurs, nous ne sommes pas trop contaminés par les conspirationnistes, mais encore, ça vient, donc les fake news, tout ça, ça commence à prendre un peu trop d'ampleur. Mais notre défaut principal, à mon avis, c'est de manquer de réalisme et d'aimer trop la polémique. Nous avons, et je tiens à le dire parce qu'on a pu le constater pendant la crise du Covid, un tissu social où il y a beaucoup de générosité. Mais un problème que je vais évoquer après, c'est que cette générosité est un peu brouillonne. Moi, je suis tenant d'une valeur que j'estime essentielle, c'est l'altruisme
entendu comme l'alliance du cœur et de la raison. L'altruisme, c'est-à-dire avec son versant, de sentiment, et son versant rationnel. Le versant rationnel, ça implique que nous avons des devoirs d'altruisme, ce que j'ai appelé d'ailleurs dans mes livres un devoir d'altruité. Ce devoir, c'est une notion très importante. La notion du devoir en démocratie est quelque chose qui mérite d'être plus approfondi, plus réfléchi. Un politicien français bien connu de la fin du 19e et du début du 20e, Léon Bourgeois, affirmait que la Révolution française nous avait donné une déclaration des droits et qu'il était temps maintenant qu'il y ait une déclaration des devoirs. Bon. La notion de devoir, ça reste important, c'est lié bien sûr à la gestion de la liberté, et donc ça connecte, ça renvoie à l'altruisme tel que je le définis, avec une notion de devoir d'altruisme. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'altruisme au niveau individuel est ce qui permet réellement la solidarité au niveau collectif. Et si vous avez l'un sans l'autre, c'est-à-dire si vous voulez de la solidarité partout sans avoir le niveau individuel, ben vous avez un petit problème, c'est que vous transformez l'État-providence en un supermarché des droits sociaux, ce qui est un peu ce que nous vivons dans un État-providence qui s'essouffle. Donc il est essentiel de restaurer une certaine notion d'engagement citoyen dans la démocratie, à défaut de quoi nous aurons beaucoup de difficultés, et elles ont déjà commencé. Côté sciences maintenant, puisque j'évoquais ce domaine, la gestion de l'épidémie a été bien instruite par la science, et on en a plusieurs fois discuté, c'est-à-dire que les scientifiques ont été bien écoutés du politique, et le politique a bien joué son rôle. De temps en temps, il n'était pas d'accord avec son conseil scientifique, il a pris des décisions contre, mais bon, c'est le rôle du politique. Ceci étant, l'écoute de la science par le public, ça c'est une autre affaire. On a assisté à des épisodes de populisme scientifique que je ne détaille pas, tout le monde aura compris. Et on voit qu'il y a des ligues anti-vaccinales qui déclarent dès maintenant qu'on ne se fera pas vacciner contre le Covid, même s'il y a un vaccin, formidable. On voit également que la science est difficile à transmettre dans le public parce que on manque d'une certaine culture des probabilités. C'est difficile de dire oui, c'est peu probable que. On n'aime pas ça, quoi. On aimerait mieux dire c'est bon, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc la culture des probabilités, la culture du doute, le fait que les scientifiques ils émettent des doutes, c'est embêtant ça. On voudrait qu'ils vous disent oui, il faut faire ça, ben non, c'est pas ça. En période d'incertitude, on est en période d'incertitude et c'est comme ça. Et puis enfin, pour caractériser mieux le tissu français, évidemment, nous avons ce jacobinisme français qui n'arrête pas. Et nous n'arrivons pas à organiser, on le fait petit à petit, plus de délégations, moins de centralisation. Et ça a un côté scientifique que je voudrais souligner, c'est que ça connecte à ce problème très intéressant de la science ouverte. La science ouverte, c'est une science qui utilise plus de données de terrain et plus les connaissances des gens sur le terrain. Alors, c'est visible, par exemple, aujourd'hui, dans les essais cliniques, beaucoup d'associations de patients sont associées à la conception des essais cliniques et pas uniquement au fait de se faire piquer et de servir de cobaye. Bon. Donc, dans le domaine de l'environnement, pour connecter beaucoup de données de terrain, c'est tout à fait important d'avoir des participations citoyennes. Il faut les organiser, mais c'est un domaine qui est tout à fait important. Et vous voyez que l'engagement citoyen démocratique touche en fait, peut-être de façon un peu marginale, mais très significative, touche en fait la science. Et si nous voulons progresser dans certains domaines, il est certain qu'il faut associer beaucoup plus le terrain et les gens du terrain. Et vous avez sur le terrain, dans le domaine social notamment, des gens qui savent des tas de choses, qui ont connaissance de savoir-faire irremplaçables et qui sont complètement perdus dans la masse des connaissances, qui n'émergent pas dans le tissu du savoir. Ceci requiert donc quelque part
une certaine auto-organisation de la société civile, parce que je serais en contradiction avec moi-même si je disais qu'il faut organiser ce tissu. Il faut qu'il s'auto-organise, c'est-à-dire qu'il faut arriver à lui suggérer de s'auto-organiser. Je prends un exemple qui me tient beaucoup à cœur, parce que je travaille sur cette question dans une association qui s'appelle Résolis depuis longtemps. Vous avez en France 1 300 000 associations 1901 pour un budget, avec des fondations, pour un budget global de 100 milliards. C'est quand même pas mal. Bon. Là-dedans, vous avez un tiers à peu près qui travaille dans le domaine du social pour à peu près les 2 tiers de ces 100 milliards, disons 65-70 milliards. C'est quand même pas mal. Il est clair que ce tissu est habité d'une énorme générosité. Il est parfaitement clair que s'il procédait avec un peu plus de méthode scientifique et d'organisation, donc d'auto-organisation, eh bien ce tissu serait beaucoup plus efficace. Et il est clair que dans la période qui s'annonce, nous allons en avoir grand besoin. Donc, pour me résumer à ce stade, ce qu'impose la crise du Covid, ce qu'impose la transition environnementale qui va dans le même sens, c'est que nous devons évoluer vers une démocratie de contribution et une démocratie de partage. Une démocratie de contribution où les citoyens contribuent plus qu'ils ne font aujourd'hui à la vie démocratique elle-même, une démocratie de partage parce qu'il va falloir partager non seulement les richesses, mais également les embêtements, et donc au niveau mondial, non seulement les biens publics mondiaux, mais les embêtements, pour ne pas dire plus, publics mondiaux, que sont les pollutions, l'évolution climatique, etc. Donc nous avons besoin d'évoluer vers une culture de la contribution citoyenne et du partage. Et cela se résume en ceci: il faut absolument que la société civile, les citoyens, soient plus impliqués et s'impliquent plus. Alors, un mot maintenant de l'Europe, parce que dans l'appel qu'avec quelques collègues nous avons lancé au sein du Collège de France, nous avons aussi appelé sur l'Europe en disant attention, attention, il faut que l'Europe se construise mieux. Alors, et ça va être pire avec le Covid et l'après-Covid. Effectivement, que voit-on? On voit ce qui était obligatoire. Les frontières se sont fermées, les échanges se sont figés. Il y a des gestes importants du côté de l'Europe et je m'en félicite. Mais enfin, en matière de culture du partage, avouez qu'on peut mieux faire. Il n'y a qu'à regarder les affaires des migrants. Ça a été une véritable horreur de voir les égoïsmes nationaux se manifester à propos des questions migratoires. Et ça n'est pas résolu. Donc, si vous voulez, ce que j'ai dit de la France vaut pour évidemment d'autres pays et d'autres démocraties. Nous avons besoin d'une démocratie de contribution, certains disent une démocratie contributive, et d'une démocratie de partage. Et c'est important et essentiel en Europe, et malheureusement, nous en sommes loin. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, et je pense que c'est totalement essentiel. Ce que je vais vous dire est une banalité. Nous sommes devenus tout petits à l'échelle du monde, les pays européens pris un par un. L'Europe agrégée peut peser, et l'Europe non agrégée ne pèse rien, ou presque rien. Et dans le désordre, les efforts européens se dispersent, vont les uns contre les autres. Il faut absolument arriver à concentrer dans le bon sens. C'est un peu comme un aimant, si vous voulez. Les petites particules magnétiques qui vont dans tous les sens, ça ne fait rien du tout. Quand elles sont orientées, ça fait une force magnétique. Bon, les pays européens, c'est pareil. Il faut absolument arriver à canaliser les énergies dans le bon sens. Et pour relier mon discours à ce que j'ai dit au départ, il y a de quoi être inquiet parce que la démocratie s'affaiblit dans le monde. La perte démocratique aux États-Unis est, j'espère, réversible, mais on n'y est pas. Et finalement, aujourd'hui, rendons-nous compte que l'Europe, qui a été le berceau de la démocratie, est le gardien de la démocratie, quasiment. Alors, il y a d'autres pays démocratiques, mais la plus grosse concentration de pays démocratiques et de richesses démocratiques, c'est aujourd'hui l'Europe. Eh bien, nous en avons été le berceau, et faisons en sorte que nous n'en soyons pas le tombeau.
et que la démocratie ne se perde pas en Europe comme elle tente à se perdre ailleurs. Alors, je vais bientôt conclure pour vous dire ceci. Il faut réanimer l'Union européenne. Bon. Est-ce que franchement, vous croyez que ça va se faire uniquement par nos grands dirigeants, alors que les politiques sont en gros usés du point de vue des citoyens? Les citoyens sont fatigués des politiques pour diverses raisons, dont certaines sont illégitimes, mais c'est comme ça. Donc ils n'ont pas la crédibilité, la confiance dont il faudra qu'ils jouissent pour réellement embarquer le bateau là où il doit aller. Sûrement pas les technocrates, alors là, les technocrates européens, là, ils ont vraiment la cote. Et ceux-là, ils sont vraiment très considérés comme parfaitement exaspérants par une grande majorité des Européens. Non, pour réanimer l'Europe, il faudra une implication de la société civile. Et donc, il est absolument essentiel d'engager la société civile, surtout dans l'après-Covid. Donc, et ce seront mes mots de conclusion maintenant, pour réenchanter l'Union européenne et préserver la démocratie, ce sont deux combats identiques pour moi, il faut que la société civile, et notamment les jeunes, soient beaucoup plus impliqués et s'impliquent beaucoup plus. Alors évidemment, que peut faire le Collège de France et que pouvons-nous faire à notre échelle? Eh bien, je crois que le Collège de France s'est déjà engagé dans cette voie, petitement, à son échelle, en allant par exemple sur le terrain, à Aubervilliers, enseigner dans des lycées et donc dans des différentes opérations de ce genre. Et donc voilà, pour ma part, j'appelle de mes vœux des actions du Collège de France en ce sens, cette fois aux échelles nationales et européennes. Il faut impliquer la société civile, il faut donner la parole à ceux qui ne le prennent jamais ou à qui on ne la donne pas. Il faut nous impliquer, nous professeurs, et faire en sorte d'essayer de faire émerger de la société civile les contributions citoyennes dont nous avons besoin. Merci.